Midi également en temps universel. Bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire, affaire du massacre de coupeurs de bois dans la forêt de Bofa en 2018 et menace de grève de la faim des 25 prévenus à partir de lundi prochain. Dans ce journal, la réaction d'un de leurs avocats et l'avis d'un journaliste d'investigation qui suit le dossier de près. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les enseignants en grève d'avertissement et pour le respect des accords signés avec l'État. Et puis l'avertissement des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques contre la suppression du master pour tous les étudiants. Notre reportage Ramadan du jour nous mènera à Kolda où les jeûneurs n'ont pas à craindre une pénurie de denrées de première nécessité. Le marché est correctement approvisionné sauf la cherté de l'huile végétale. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Le SAES a donc entamé aujourd'hui une grève de 72 heures non renouvelable. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur réclame entre autres la révision des textes sur la gouvernance des universités et la construction d'infrastructures. Les enseignants du supérieur comptent déposer un nouveau préavis de grève. Écoutons Malik Fall, secrétaire général du SAES au téléphone avec El Hadj Ndiogou. Malik Fall qu'on va retrouver dans un instant. En attendant, parlons des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop qui s'opposent quant à eux à la suppression du master pour tous les étudiants. Ils n'excluent pas de mener des actions dans les prochains jours. Ces étudiants disent n'avoir pas d'informations sur les critères de sélection sur le master. Leur collectif était en conférence de presse ce matin. Écoutons Mam Hassan Kairé au micro d'Oumou Kalsoumli. Le simple fait d'avoir longtemps attendu pour être sélectionné et autorisé à s'inscrire en masse 1 pourrait à lui seul avoir raison de notre manifestation d'aujourd'hui. À plus forte raison de pressentir le pire venant d'une déclaration faite par le ministre pour justifier le retard des sélections, invoquant de ce fait la rationalisation des masters. Des notions vagues qui prêtent à confusion et dont l'interprétation peut nous donner ceci. Réduire le nombre d'étudiants en masse 1. Si ce sont ces raisons hautement probables qui ont motivé leur décision, nous ne pourrons que crier au génocide éducatif, à l'inconsidération et l'indifférence face aux droits élémentaires, motivations et ambitions de ces étudiants qui ont été les plus braves à s'abattre dans l'océan du système éducatif et universitaire plus particulièrement, jusqu'à sortir la tête hors de l'eau et qui n'attendent que la bouée de sauvetage dont ils ont droit pourtant pour sortir définitivement de cet océan. Face à ces malheurs imposés qui n'ont pas leur raison d'être, nous disons non et revendiquons nos droits. Si seulement c'était cela, on aurait pu savoir quand même que nous avons rempli les critères de sélection. Mais même cette information concernant si nous avons rempli les critères de sélection ou pas, nous ne l'avons pas. Et ça aussi, nous le déplorons. Restons à l'université Cheikh Anta Diop où, je vous le disais, le SAES a entamé aujourd'hui une grève de 72 heures non renouvelable. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur réclame entre autres la révision des textes sur la gouvernance des universités et la construction d'infrastructures. Des enseignants du supérieur qui comptent déposer un nouveau préavis de grève. Écoutons Malik Fall, le secrétaire général du SAES au téléphone avec El Hadj Ndiogou. Nous avions quand même observé une pause pendant presque 13 mois. Et nous avions voulu mettre également à profit ces 13 mois pour que quand même les autorités puissent apporter des solutions aux différentes questions qui avaient été posées. Malheureusement, le constat est là. Et les points donc des revendications tournaient autour de la question donc des textes de gouvernance des universités, parce qu'il faut rappeler que la loi de 2015 consacrait une nouvelle forme de gouvernance des universités avec la mise en place des conseils d'administration, des conseils académiques et autres. Et nous avions attendu pratiquement pendant 3 ans avant que le décret organisant donc le fonctionnement des universités soit pris au mois de mars 2020. Maintenant, il reste les textes qui organisent le fonctionnement de l'université, également le décret qui organise le processus de nomination donc, des recteurs, ainsi que l'arrêt qui consacre un peu le processus de désignation donc des membres du conseil d'administration. L'autre point est relatif à la question des infrastructures. Quand même, nous avons dans nos universités des infrastructures qui sont en construction depuis presque 7 à 8 ans. Et c'est exceptionnel pour nous de le dire, mais quand vous regardez à côté d'autres infrastructures qui sont nées avant nous, après nous, et qui ont été livrées bien après, vous avez l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar, qui est en construction depuis presque 8 ans, bientôt. Et ça, c'est très gênant pour nous.
Dans l'actualité politique, à suivre la position du Front de résistance nationale sur le respect du calendrier électoral. À l'instant même, le FRN organise une conférence de presse pour se prononcer sur la question. D'autres forces politiques et démocratiques se tiennent aux côtés du Front, notamment le M2D, le CRD, ce face-à-face avec les journalistes se tient à la veille d'une plénière de la commission politique du dialogue national, séance durant laquelle une proposition de date des élections locales devrait être rendue publique. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Nous vous l'annoncions dans nos éditions d'hier, les 25 détenus dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Boffa ont décidé d'entamer à partir de lundi prochain une grève de la faim pour exiger l'ouverture d'un procès. Leur avocat, Maître Ciré Clédorli, estime que ses clients pensent que c'est un moyen de se défendre face à la conviction qu'ils n'auront pas un procès équitable. Quant au journaliste Babacar Touré, ayant investigué sur la question, il est d'avis que ce n'est pas la solution, mais il précise que face à la volonté de la justice de ne pas élucider cette affaire, c'est une stratégie de défense qu'on peut comprendre. Qu'on peut comprendre. Leur réaction dans ce sujet de Lamine Ba. Maître Ciré Clédorli, l'avocat de l'essentiel des personnes détenues dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Boffa, a bien connaissance de la nouvelle stratégie que ses clients comptent utiliser à partir de lundi prochain. Le conseil estime que face à l'absence de l'ouverture d'un procès juste et équitable, ses clients pensent que la grève de la faim est l'ultime moyen auquel il faut faire recours, ce qu'il comprend d'ailleurs. Ils m'en avaient parlé. Je leur avais demandé d'attendre le temps au moins que l'on puisse pousser l'État à leur permettre d'avoir un procès équitable. Bon, l'État résiste et refuse. Jusqu'à la Cour suprême, nous n'avons pas eu d'écho favorable. Bon, donc ils devraient être convaincus maintenant qu'ils n'auront pas un procès équitable. Ils pensent que c'est un moyen aussi de se défendre. Le journaliste d'investigation et administrateur du site d'information Kéolo, Babacar Touré, a beaucoup travaillé sur la question. Il n'approuve pas l'option de la grève de la faim, mais il estime que ces détenus ont le droit d'aller à l'extrémité si c'est l'unique arme qui leur reste dans un dossier où les irrégularités sont nombreuses. L'avocat a demandé la reconstitution des faits. On lui a refusé cela. L'avocat a demandé l'audition des témoins. On lui a encore refusé cela. Voilà autant d'actes qui font que ces gens-là, après avoir utilisé et usé toutes ces voies de recours, ont décidé d'aller à l'extrémité. S'il ne leur reste que cette arme-là à faire, maintenant l'État sera devant ses responsabilités. Dans ce dossier où les droits des détenus sont constamment violés, le silence des organisations de défense des droits de l'homme prompte à réagir sur des sujets moins préoccupants, intrigue le journaliste d'investigation. Si Papi Assane, un vieux de 75 ans qui a du mal même à pisser, est enfermé dans une chambre avec des enfants qui ont 21 ans, des organisations de défense des droits de l'homme à Dakar, personne ne s'émeut de cette situation, qui sont prêtes à défendre un chat tué par un camion dans la rue. Or, voilà une situation qui devait interpeller le monde entier. Pour une première fois, depuis la survenue du massacre de Boffa en janvier 2018, les 25 personnes arrêtées et présentement en détention à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor ont décidé de mener une action pour attirer l'attention sur leur sort. Reste à voir si cette stratégie aura suffisamment d'impact pour faire bouger la machine judiciaire. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. 12h09. C'est une déclaration du directeur de la Société des infrastructures de réparation navale, la CIRN. L'Agence nationale des affaires maritimes a ouvert une enquête sur l'affaire de la pirogue en fibre de verre qui avait disparu en mer il y a quelques jours. Les 3 pêcheurs de Thiaroye qui étaient à bord ont été finalement retrouvés sains et saufs. Saliou Samb assure que les responsabilités seront situées. Il annonce par ailleurs la fabrication de 1000 pirogues en fibre de verre par an dans les 6 prochaines années. Saliou Samb était l'invité des RFM Matin. Il y a le directeur général de l'ANAM qui s'est saisi du dossier et qui va me revenir dans les plus brefs délais pour me dire quand même le constructeur de cette pirogue, même si cette pirogue-là aussi a été une chance pour les pêcheurs, parce qu'il faut le dire, parce que si c'était pas une pirogue en fibre de verre, ça aurait pu être plus catastrophique pour les pêcheurs. Ça a permis de les garder sains et saufs et de permettre que la marine nationale puisse avoir accès à eux et les sauver. Donc il faut comprendre que avant que la CIRN et l'État du Sénégal ne commencent à
à penser à la modernisation des pirogues en bois. Il y avait déjà des constructeurs qui faisaient des pirogues en fibre de verre, des constructeurs individuels. Et normalement, quand ils ont terminé, c'est l'ANA qui vient regarder leur flottabilité et leur navigation, quoi, la possibilité de navigation, et qui leur permettent de s'adonner à la pêche. Maintenant, comme j'ai dit, ce bateau-là, cette pirogue-là ne faisait pas partie de notre programme. Parce que nous, notre programme est en train d'être déroulé. Nous sommes actuellement au niveau de la construction de 6 usines qui vont nous permettre de faire 1000 unités. Chaque usine va faire 1000 unités par an. Donc 6000 unités par an qui nous permettra de résorber en 3-4 ans, de résorber tout le parc qui est de 20 000 pirogues, et puis qui va construire des bateaux. Nous, on ne s'en limite pas seulement à la construction des pirogues. On va aller vers la construction de bateaux semi-industriels, parce que c'est ça qui va sauver la pêche artisanale. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Des commerçants des marchés Mbabas, Baraka, Ngelao et Tiaroy s'opposent à des opérations de démolition de leurs cantines. Pour eux, ces maires qui invitent ces opérateurs sont des destructeurs d'emplois. Ils interpellent les autorités du pays par rapport à cette situation qui risque de les mettre au chômage. L'un d'entre eux, Kito Kamara, au micro de Pabes Diba. Ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut même pas le qualifier. On est face à la tyrannie des maires. Ils veulent, au nom de leur toute-puissance, détruire des marchés dans lesquels nous avons investi notre argent pour acquérir ces cantines et vouloir soi-disant reconstruire ce dont nous doutons fort, parce que nous pensons qu'il y a d'autres intérêts inavoués. Et en fait, par leur acte, ils veulent envoyer au chômage des milliers de personnes qui vivaient de leur activité commerciale au sein de ces centres commerciaux. Donc nous ne sommes pas contre qu'il y ait des innovations, si tant est que notre maire veut faire des innovations, mais nous avons souhaité que ceci se fasse dans un cadre concerté avec les partenaires que nous sommes, que nous connaissions les tenants et les aboutissants de ces projets, que nous sachions comment nos investissements seront préservés, que nous ayons des garanties de bonne fin de ce projet, parce que nous avons quelques doutes du fait que le promoteur qui a été retenu est celui qui a été à l'origine de la démolition du marché de Gueule-Tapée, qui à ce jour n'a pas vu une seule brique édifiée. Nous avons émis des réserves et à ce jour, nos maires se refusent à la concertation et ils veulent nous imposer la force et nous ne l'accepterons pas. Parce que s'ils veulent passer sur nos cadavres, mais nous allons résister. Et nous souhaitons qu'il y ait un arbitrage des autorités face à cette situation des maires inqualifiable, innommable. Et aujourd'hui, plus que jamais, où ce pays a besoin d'être reconstruit, où on a besoin d'investir dans l'emploi, ces maires sont des démolisseurs d'emplois. Ce qui nous amène à parler des approvisionnements. En ce début du mois de Ramadan, le relevé de stock du service du commerce renseigne que le marché de Kolda est bien approvisionné en denrées. La seule fausse note sur le marché est l'augmentation du prix de l'huile végétale. Abdoulaye Diallo. Le marché koldois est bien approvisionné en denrées de première nécessité en ce début du Ramadan, selon Chérif Younous Diédhiou, chef du service régional du commerce à Kolda. Le relevé de stock démontre suffisamment que tout ce dont les populations auront besoin pour passer un bon mois de Ramadan, en tout cas, est présent sur le marché. Donc, que ce soit le sucre, le riz, l'huile, les dattes, l'oignon et la pomme de terre, de même que la tomate. Donc, toutes ces denrées sont présentes à suffisance sur le marché. La particularité dans ce marché est l'augmentation du prix de l'huile végétale. Nous avons aujourd'hui sur le marché, pour l'huile de 20 litres, le format le plus prisé, nous avons 2530 bidons, un prix que nous avons stabilisé, qui tourne autour de 18 500 à 19 000 francs, donc maximum. Certains commerçants véreux profitent de ces périodes de grande consommation pour introduire dans le marché des produits impropres à la consommation. Le service du commerce est sur le qui-vive. Absolument, donc nous allons surtout veiller également à la qualité des denrées. Sur ça, notre brigade sera en tout cas présente sur le terrain. Nous allons mettre à contribution en tout cas le service d'hygiène avec qui nous partageons cette tâche. Le prix du kilogramme de viande a également connu une hausse durant cette année 2021 à Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. À 12h14, bientôt 15 minutes, parlons du Covid-19 au Sénégal. Le point du jour fait état de 65 nouvelles contaminations en 24 heures.
21 cas contacts suivis et 44 cas communautaires, dont 32 à Dakar et 12 dans d'autres régions. On compte 49 guéris et 17 cas graves sont actuellement pris en charge. 3 personnes sont décédées du Covid-19 hier mardi. Et puis avant de refermer cette page nationale, une délégation de l'Assemblée nationale a effectué une tournée d'inspection de ce qui est réalisé par l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. Ibrahima Abounguet et camarades de la Commission économique demandent à l'État de soutenir davantage l'APROSI. À la fin des travaux, 23 emplois sont attendus selon son directeur général. Compte rendu, Abdou Diouf Diagne. Cette visite des membres de la Commission économique de l'Assemblée nationale s'inscrit dans le cadre de sa mission d'évaluation des politiques publiques et de contrôle des projets. Le président de cette commission parle d'un enjeu important de l'industrialisation du Sénégal, Ibrahima Abounguet. Nous sommes vraiment émerveillés par ce que nous avons trouvé. C'est un hub et il faut lui donner tous les moyens pour jouer un hub, donc industriel. Au-delà même de la main-d'œuvre des marchandises, des produits, c'est l'expertise sénégalaise qu'il faut, surtout dans le cadre de la ZLECAf qui va arriver. Nous allons sensibiliser la tutelle pour qu'elle prenne des mesures dans le cadre budgétaire, mais des mesures dans le cadre également de la motivation du personnel, également dans le cadre des plaidoyers aussi au Sénégal et partout ailleurs. L'industrialisation pourrait être une réponse au manque d'emplois. 23 000 emplois sont attendus à la fin des travaux. Mohamed Ba est le directeur de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. Il y a des milliers de jeunes dans tous les métiers. Nous avons vu des soudeurs, nous avons vu des chaudronniers, nous avons vu des gens qui sont dans les manufactures, nous avons vu des femmes, des jeunes, etc. Je pense que l'industrialisation est une réponse à cela. Et l'APROSI pourrait apporter quand même beaucoup de choses en créant l'écosystème, les hangars, parce que quand on fait les hangars déjà et qu'on y mette des entreprises qui sont capables d'employer donc du personnel à haute intensité. Les députés qui ont fait le déplacement ont pu visiter une unité de raffinage d'or, une unité de carton et une unité de production d'énergie solaire, entre autres installations. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. L'assassinat hier du président de la coordination des mouvements de l'Azawad, le gouvernement malien annonce une enquête. Un communiqué du porte-parole du gouvernement a précisé qu'une enquête sera diligentée pour faire la lumière sur les circonstances ainsi que sur les auteurs de cet acte qui seront identifiés, arrêtés, traduits en justice. Le gouvernement malien qui condamne avec la dernière énergie ce qu'il qualifie d'acte abominable et regrette la perte d'un des acteurs importants du processus de paix au Mali. Sidi Brahim Ould Sidati a été fusillé hier dans la matinée par des hommes armés non encore identifiés devant son domicile à Bamako. Il succombera quelques minutes plus tard à la suite de ses blessures dans un hôpital de la capitale. En 2015, Sidi Brahim Ould Sidati avait signé l'accord de paix avec le gouvernement malien. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane est en deuil. Le président du Conseil supérieur islamique n'est plus, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, est décédé hier, Gobi Ayabi. Entouré d'officiels et de sénateurs, le mardi 13 avril 2021, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, le président du Sénat, Aoussou Jano, a appelé les sénateurs à œuvrer pour la paix et la réconciliation dans le pays. C'était lors de l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2021 de l'institution, en présence du Premier ministre Patrick Achi, qui représentait le président Alassane Ouattara. Aoussou Jano a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État de son soutien après 8 mois passés hors du pays pour des raisons de santé. Le dernier semestre de l'année 2020 a été particulièrement éprouvant pour moi. Alors que je ne devrais séjourner en Europe que pour 2 semaines, j'ai été contraint de rester loin de mon pays. Ce n'est pas le bon élément, Gobia Yabi, qui nous parlait de la plénière du Sénat ivoirien qui a démarré. Accident meurtrier en Égypte, une collision entre un bus et un camion a fait au moins 20 morts. L'accident s'est produit hier mardi dans la province d'Assiout, à 320 km du Caire. Le bus a heurté le camion après un dépassement mal négocié provoquant un incendie qui n'a pas épargné les victimes. Et l'on parle du coup KO de Patrice Talon au Bénin. Il a remporté le scrutin présidentiel de dimanche dernier haut la main et s'offre du coup un second mandat selon les résultats provisoires annoncés hier par la Commission électorale nationale autonome. Patrice Talon a obtenu 86,37% des voix. Le duo Soumanou
Oukpé arrive en deuxième position avec 11,29% des suffrages. À la troisième place, Souleymane Corentin Koué et Irénée Agossa totalisent un peu plus de 2% des suffrages exprimés. Haïti, démission du gouvernement. Une annonce ce mercredi du président Jovenel Moïse. Le ministre Claude Joseph est nommé nouveau Premier ministre. Le fondateur du Théâtre Noir de Paris, très peiné par la série de meurtres d'hommes de couleur par la police aux États-Unis. J'ai mal pour les États-Unis, dit-il. Selon lui, la situation actuelle rappelle les périodes de l'esclavage et de la discrimination raciale. Pour le franco-sénégalais, militant de la cause noire, c'est une blessure qui a du mal à guérir. Benjamin Jules Rosette au micro de Anna Rocha. On ne peut pas rester insensible, d'abord. Et puis, moi, je suis un nègre. Je ne peux pas assister à ce qu'on tue délibérément comme ça, d'autres noirs comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'on ne peut pas traiter les noirs comme il y a une centaine d'années. Hein? Et de toute façon, même à cette époque-là, chaque fois que j'y pense, je crie au fond de moi. Parce que ce qui s'est passé durant l'esclavage, c'est insupportable. Cette idée n'est pas concevable. On peut se poser la question, pourquoi cela s'est passé? Est-ce que ça pourrait ne pas se passer? Donc, je porte toujours une blessure, hein, quelque part. J'ai toujours cette blessure. D'autant plus qu'en tant qu'Antillais, j'ai subi une éducation aliénante avant de prendre conscience de qui et quels nous sommes. Et j'ai pris ça tardivement, ce qui veut dire que j'ai mal, j'ai tout le temps mal. J'ai une blessure qui ne se cautérise pas. Et donc, ce que je fais là, à mon âge, j'aurais dû m'arrêter depuis fort longtemps. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai cette espèce de moustique qui me pique et qui me dit il faut que les choses se fassent, quoi. Les choses changent, avancent, parce que actuellement, si on regarde le gouvernement de Joe Biden, si on regarde le gouvernement américain, il y a des Noirs qui ont des places très importantes. Benjamin Jules Rosette ce matin au Théâtre National Daniel Sorano lors du vernissage de l'exposition dédiée au mouvement culturel et politique Harlem Renaissance avec sa figure de proue, Paul Robson. Covid-19 pour terminer, l'Afrique du Sud a suspendu l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson, cela après des risques de caillots sanguins constatés aux États-Unis. Les autorités sanitaires américaine avait recommandé mardi une pause dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson. Merci Georges Déthié Diop. Pas de point de vue aujourd'hui durant tout le mois de Ramadan en lieu et place Tariq Ramadan. Ce sera tout à l'heure avec Nafissa Toussila. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Souleymane. Bonjour à tous. 2 matchs au programme ce soir pour compléter le carré d'as de la Ligue européenne des champions. Et c'est Liverpool de Sadio Mané battu lors de la manche aller 3-1 à Santiago Bernabéu qui va accueillir ce soir à 19h le Real Madrid. L'autre quart de finale va opposer toujours ce soir le Borussia Dortmund à Manchester City. Avantage léger pour les Anglais, vainqueurs lors de la manche aller sur le score de 2-1. La Ligue de football de Dakar clôture ce matin à l'amphithéâtre de la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar le stage d'initiateur de foot licence D, Confédération africaine de football. Il s'agit pour la Ligue de participer à la formation des techniciens. Léonard Diagne est le chargé de communication de la Ligue de football de Dakar. On écoute. La Ligue de Dakar de football, depuis son installation, a toujours eu cette habitude d'organiser des stages de formation, généralement pour les initiateurs et pour le premier degré, hormis les stages que nous organisons aussi pour les administratifs et les médicaux. Et il faut dire qu'avec cette nouvelle promotion, ce sera pratiquement aujourd'hui pour le compte de la Ligue quelque chose comme 200 entraîneurs initiateurs qui ont été formés grâce à la Ligue de football de Dakar. Et bien sûr, avec le concours de la direction technique nationale que nous tenons encore une fois à remercier. Eh bien, ce stage, qui n'en est pas le dernier évidemment, a commencé depuis le 2 avril et s'est terminé ce 13 avril. Ce mercredi 14 aura lieu à 11h à l'amphithéâtre ISEC, à la faculté des droits de l'Université Cheikh Anta Diop, la cérémonie de clôture de ce stage et où les stagiaires, les admis recevront leur diplôme. Et le stage est dirigé par Moussa Ndiaye, qu'on ne présente plus, instituteur CAF, qui avait dans l'équipe pédagogique Moustapha Sek, aussi de la direction technique nationale, ainsi qu'Abdou Gueye Louké, qui est aussi de la direction technique nationale et en même temps directeur technique régional de Dakar. Nous avons
avons choisi comme parrain pour cette promotion Joseph Koto, qu'on a voulu servir en exemple à ces jeunes entraîneurs, à ceux qui veulent épouser ce métier d'entraîneur. En fait, le cursus de Koto puisse encore les inspirer davantage pour que demain aussi ils puissent réussir ce que Joseph Koto a réussi dans le monde du football. Et nous aurons l'occasion justement lors de cette cérémonie de présenter encore une fois le parrain aux stagiaires pour les faire comprendre le choix qui a été porté sur cette personne pour être le parrain de cette promotion. C'est 27 stagiaires. Baba Tandian, ancien président de la Fédération de basket, tape sur l'actuel bureau fédéral. Oui, il accuse le bureau fédéral de vouloir torpiller les textes de l'instance afin de masquer les manquements. Le président de Saint-Louis Basket Club que nous écoutons pour plus de détails. Je parle au nom de la CRBS et au nom de Saint-Louis Basket Club, dont je suis le président. Babacar Ndiaye est en train de préparer l'Assemblée générale extraordinaire du 22 mai, chose rare, jamais vue dans le monde du basket. C'est-à-dire qu'il veut d'abord organiser l'Assemblée générale extraordinaire le matin et le même jour, je dis bien le même jour, organiser l'Assemblée ordinaire d'information. Et or que c'est le contraire qui aurait dû se faire, c'est-à-dire l'Assemblée générale ordinaire, pour présenter les comptes de la fédération avec des commissaires aux comptes, des comptes certifiés, puisque n'oublions pas que lors de l'Afrobasket 2019, nous lui réclamons plus de 850 millions qu'il aurait touchés, et c'est ces 850 millions et il a du mal à les justifier. Et pire encore, il n'arrive pas à justifier les $60 perçus pendant l'Afrobasket 2019 par les délégations. Chaque délégation paye $60 par jour et par personne, multiplié par une délégation de 25, multiplié par le nombre de jours, multiplié par le nombre de pays, et nous avons estimé le montant à plus de 80 millions. En voulant organiser l'Assemblée générale extraordinaire à la place de l'Assemblée générale ordinaire, tout simplement c'est pour maquiller et pour ne pas rendre compte. Et nous tenons à avertir l'opinion nationale, y compris le département ministériel, que la CRBS et les présidents de club n'accepteront pas cette forfaiture de Babacar Ndiaye. Il faut absolument qu'ils rendent compte parce que le basket ne lui appartient pas. Le maire de Djanké Mahan, c'est dans la région de Tambacounda, utilise le sport pour faire taire les querelles entre les jeunes de 12 associations sportives et culturelles à travers un tournoi de football. Djanké Mahan a pris le meilleur sur Wumbari par 1-0, but marqué à la 55e minute de jeu sous les yeux du préfet de la localité qui a salué l'esprit fair play autour de cet événement. Moussa Omar Gueye. Le tournoi de la réconciliation, ainsi pourrait-on appeler la compétition sportive qui a regroupé 12 ASC des 12 localités de la commune de Djanké Mahan. Le maire Abdourahmane Diallo, à travers le sport, a su arrondir les angles entre les jeunes. Chaque fois, je l'ai dit de faire des projets pour que peut-être on les finance. Mais chaque fois, ça bloque. Je les ai dit que j'ai vu qu'il y a un manquement de l'unité sur la jeunesse. Quand je les ai expliqué de faire quand même unir leurs forces pour qu'ils puissent avoir quelque chose, ils m'ont accepté. Ils ont fait un tournoi, ils m'ont parrainé pour dire vraiment que tout ce que je les ai dit, c'est plus facile d'accompagner à quelqu'un qui savent là où ils veulent aller. Le sous-préfet de Djanké Mahan, Mamadou Niane, se félicite de l'esprit fair play qui a prévalu tout au long du tournoi. Si l'équipe de Oumare, qui n'a pas démérité, s'est classée deuxième du tournoi, elle mérite des encouragements. Quant à l'équipe de Djanké Mahan classée première, Dame Coupe l'a choisie, nous ne cesserons aussi de lui dire toutes nos félicitations. Ne soyez plus des ASC de consommation, devenez des ASC de développement. Le maire de Mereto, le maire de Dialokoto, le maire de Dougué ont tour à tour magnifié la retrouvaille entre les jeunes de Djanké Mahan. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Omar Gueye, depuis la capitale du Sénégal oriental, met un terme à cette page de sport, Suleiman. Des noms très évocateurs, notamment Djanké Mahan et Mereto. Mereto, que je ne connais pas. Tout à fait. Alors, des localités qui ont fait l'actualité, Djanké Mahan, le dernier district à avoir été touché par le Covid-19. Ah oui. Et Mereto pour des événements liés à l'assassinat du commandant Tamsir. Merci. Voilà. Merci vraiment d'avoir contribué à ma culture générale. Très bien, merci beaucoup à vous, cher Tidiane. Il est 12h29. La presse de ce mercredi 14 avril 2021, passée en revue par Pape Besdiba.
Doyen des juges, le poste laissé vacant par Samba Sall suscite bien des convoitises. C'est parce que, explique l'Observateur, le doyen des juges d'instruction est dans le lot des hommes les plus puissants du pays. À l'image des autres juges d'instruction, affirme le journal, il a la possibilité de décerner 4 mandats. Le mandat de comparution, le mandat de dépôt, le mandat d'amener et le mandat d'arrêt, alors que le procureur ne peut en délivrer qu'un. Qui alors pour succéder à Samba Sall? L'Obs cite Yaham Ley, actuel directeur des affaires criminelles, Cher Bey, qui a été le président de la commission de la CRI, ou Aziz Sek, membre de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal. Mais aussi brillant que puissent être tous ces magistrats dont les noms sont agités, c'est tout un processus qui fait passer celui qui sera choisi, fait remarquer l'Observateur. Un autre magistrat qui fait parler de lui à la une de Libération est le juge Mamadou Sek, avec des menaces de mort qu'il aurait reçues. Le confrère reproduit en ces termes le SMS envoyé à 2 reprises sur le numéro personnel du magistrat le 28 février dernier. Nous t'attendons sur le dossier Sonko, nous te surveillons. Et ta famille de Tivaouane aussi, du sang va couler. Mais pas seulement des manifestants. Vous et vos familles allez payer. Nous le jurons. Ainsi donc, parle le SMS, mais Libération révèle que dans le cadre de l'enquête, 2 personnes, des femmes, avaient déjà été cueillies par le groupe d'intervention rapide de la division des investigations criminelles. Il s'agit, d'après le journal, de Anta Diagne et Yahi Siré Sissoko. La première est en détention préventive alors que la seconde a obtenu une liberté provisoire. C'est dire que l'affaire Sonko Adji Sarr joue encore ses prolongations. Dans tous les cas, le leader de PASTEF, lui, s'est lancé dans une communication à outrance depuis sa libération. Sucré salé dans le quotidien constate que ses sorties lors de ses visites de remerciement étaient devenues monotones depuis, fait remarquer le confrère. Il a observé un silence. Sonko n'a pas encore réagi au message à la nation du chef de l'État. Le leader de PASTEF non plus n'a pas présenté ses condoléances à la famille de Samba Sall. Pourquoi Sonko n'a pas réagi, se demande Sucré Salé. En attendant, Source A vous livre la clé de répartition des 50 millions de francs CFA que le khalife général des Mourides a offert aux victimes des émeutes nées de l'affaire Sonko Adji Sarr. Source A informe que chacune des familles des jeunes tombés au front a obtenu 2 millions. Les blessés graves, 1 million, alors que ceux dits légers obtiennent 200 000 francs. À propos des élections locales, l'AS fait remarquer que les acteurs politiques sont toujours divisés sur la date pour la tenue du scrutin. Mon confrère souligne cependant que les non-alignés, la société civile et l'opposition n'ont pas manqué de fixer des conditions au pouvoir. Une autre rencontre après celle d'hier est prévue ce jeudi, informe l'AS. Le Témoin quotidien se demande si l'opposition et la société civile ne sont pas des complices du pouvoir à propos des sempiternels reports des élections. Moundiaï Sissé et Birahim Sek de la société civile se justifient dans le journal. Section de recherche de la gendarmerie, le commandant Abdou Mbeng quitte la tête. Ce n'est pas une sanction, mais plutôt une belle promotion d'après les Échos qui renseignent qu'Abdou Mbeng a été promu le 1er avril dernier. Lieutenant-colonel et devient le patron de tous les gendarmes de Dakar. Restons avec les Échos selon qui ce sont 213 chaises qui sont cassées à l'arène nationale. Après les actes de vandalisme, le ministre des Sports estime dans Vox Pop qu'il n'est pas question qu'on laisse faire. Et l'État menace de fermer l'arène à 32 milliards barres à sa une. Vox Populi. Vaccin contre le Covid-19, bientôt une réalité au Sénégal. Ainsi, pour l'I quotidien, notre pays passe d'assister à producteurs de vaccins. En sport, Ligue des Champions, Liverpool, Real à 19h, les Reds en quête d'exploit. Notre record, suspense garanti, souligne Stade quotidien. Lecture à toutes et à tous.